Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire dédié sur le financement de vos innovations en 2020. C'est un webinaire qui est proposé par ID4Car, dans ce pôle de compétitivité de la filière véhicules et mobilité sur les 3 régions Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, on est un organisme d'aide et d'accompagnement à l'innovation parapublique supporté par l'État et les régions Bretagne et Pays de la Loire. Avec pour grande mission en fait d'aider les entreprises dans leur démarche d'innovation en répondant à des grandes questions sur comment financer l'innovation, comment identifier des partenaires technologiques et comment travailler sur notre stratégie d'innovation. L'événement d'aujourd'hui va traiter principalement des dispositifs de financement de la R&D. On va balayer un peu à l'après-vert les dispositifs de financement dits individuels, donc pour un unique partenaire, les dispositifs de financement collaboratif qui vont plutôt avoir tendance à financer des projets menés par des consortiums, les dispositifs de financement de projets d'expérimentation, puis on vous donnera quelques informations sur le déroulement d'une candidature à ces dispositifs et quelques retours sur les bonnes pratiques de choses à faire et à ne pas faire, pour enfin terminer sur des questions-réponses. Pour information, vos micros seront coupés. La session de questions-réponses est à faire via le chat, c'est-à-dire vous mettrez vos questions même au fil de l'eau via le chat et en fait on passera en revue ces questions à la fin du webinaire. On a le plaisir de compter sur la participation de 2 personnes de BPI France qui sont du coup contact des différents dispositifs en tout cas d'une partie des dispositifs qu'on va voir lors de ce webinaire. Donc il s'agit Delphine Mur et Laura Sevestre. Donc merci d'avance pour vos bons conseils dans le cadre de ce webinaire et on va commencer par une petite cartographie qui vous montre une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est qu'il y a un bon nombre de dispositifs de financement d'innovation qui existent. Ça donne tout un tas d'options. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une certaine complexité pour savoir quel dispositif est adapté pour votre cas de figure. Et c'est là où typiquement des organismes tels que les nôtres ont une valeur ajoutée pour pouvoir vous accompagner. Donc on va commencer dans un premier temps par les dispositifs de R&D individuels, et notamment par le premier d'entre eux, la bourse French Tech. Donc j'ai passé la parole à Delphine pour qu'elle puisse parler des outils BPI France. Voilà, merci Laurent, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis Delphine, je suis avec ma collègue Laura aujourd'hui. Pour nous présenter rapidement, nous sommes tous les deux chargés de développement à la direction de l'expertise et des programmes qui se situe du coup au siège de la direction de l'innovation à Paris. Donc on travaille sur des dispositifs de financement de l'innovation au niveau national. Ce que je vais vous présenter là tout de suite, il s'agit de quelques dispositifs de financement qui sont gérés en région. Donc la première chose à faire que vous avez à faire en tant qu'entrepreneur, c'est prendre contact avec votre direction régionale d'implantation. Et c'est votre chargé d'affaires naturellement qui prend normalement en main votre accompagnement dans le financement de votre innovation. Et notamment quand on commence et qu'on est une jeune entreprise qui vient d'être créée ou qui a moins d'1 an, le premier outil souvent qu'on a à disposition, c'est la bourse French Tech. La bourse French Tech, ça fait quelques années qu'elle existe. Aujourd'hui, elle a plusieurs volets. Elle a un volet classique qui vient aider les entreprises, les jeunes entreprises, les startups en subvention jusqu'à 70% de dépenses éligibles dans la limite de 30 000 €. Donc, c'est quand même pas négligeable, c'est une aide de 30 000 €. Et il y a un second volet qui est le volet Deep Tech, donc elle s'appelle la bourse French Tech Émergence. Et là, elle vient financer jusqu'à 70% des dépenses présentées et dans la limite de 90 000 €. Et il s'agit d'innovation de rupture technologique. En ce qui concerne les thématiques, on est vraiment sur des thématiques multifilières. C'est très, très large. Voilà, pour plus de renseignements, moi, je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre chargé d'affaires de votre direction régionale qui viendra vous accompagner. Donc, juste petite précision pour les conditions, il s'agit de dépenses externes. Donc, c'est toutes les dépenses de prestations, les frais annexes de propriété intellectuelle. Toutes les dépenses internes auront vocation à être prises en compte dans une part forfaitaire qui est limitée à 8 000 €.
Et donc, les dossiers sont à remettre au fil de l'eau voilà, tout au long de l'année. Alors, Laurent, est-ce qu'on peut passer? Merci. Vous avez un deuxième dispositif qui s'appelle l'AFI, l'aide à la faisabilité de l'innovation. C'est un dispositif qui cible les PME et les ETI de moins de 2000 personnes. Là, en ce qui concerne la nature de l'aide, on est donc, si c'est une aide qui est inférieure à 50 000 euros, il y aura donc 50%, elle sera financée 50% en subvention pour les PME. Et si l'aide est supérieure à 50 000 euros, ce sera de l'avance remboursable qui ira jusqu'à 50% pour les PME, jusqu'à 40% pour les ETI. Pareil que pour la bourse French Tech, les thématiques sont très génériques et tout domaine. Et également au fil de l'eau. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce dispositif, je vous conseille, je vous renvoie vers votre chargé d'affaires qui saura bien vous accompagner. Je me permets de compléter avec une subtilité régionale. Du côté de la région Pays de la Loire, le montant n'est pas de 50 000 euros, mais de 30 000. Voilà. Ensuite, on a l'aide au développement de l'innovation, l'ADI. Donc là, c'est un dispositif qui est un petit peu plus conséquent, qui cible les PME et les ETI de moins de 2000 personnes et qui peut aider les projets jusqu'à 65% des dépenses éligibles dans la limite de 3 millions d'euros. Et là, c'est une aide qui est composée d'une avance remboursable ou d'un prêt innovation. Et on cible particulièrement des projets inférieurs à 36 mois. Et ils sont au fil de l'eau. Voilà. Donc, je vais repasser la main à Laurent qui va continuer. Oui, effectivement, sur des dispositifs qui sont, là en l'occurrence, directement pilotés par les régions en elles-mêmes. Le premier, c'est un dispositif qui s'appelle Inno Avenir Projet, qui va avoir pour but de financer les premières phases de projet. Soit on est en phase de développement sur des subventions qui sont entre 100 et 200 000 euros, soit des choses qui sont plutôt, alors je pense que j'ai inversé les deux volets, je pense que c'est la faisabilité qui est sur une subvention de 100 à 200 000 euros, et la phase de développement qui vient par la suite, qui prend la forme d'une avance remboursable de 100 à 500 000 euros. On est sur les thématiques qui sont celles de la stratégie de la région Bretagne, en l'occurrence tout ce qui touche aux véhicules et mobilités, les technologies numériques, la photonique, les matériaux multifonctionnels, l'électronique, la robotique et les systèmes de production avancés. Sur la phase de faisabilité, il faut un budget projet minimum de 200 000 euros. Et sur la phase de développement, il faut un budget projet minimum de 400 000 euros. Il s'agit de des fonds communs Région Bretagne et BPI France Région, sous-entendu des fonds PIA3. C'est un dispositif qui est ouvert au fil de l'eau jusqu'au 31/12/2020. On a l'équivalent théoriquement de ce dispositif en Pays de la Loire avec globalement les mêmes critères. Il s'avère que le dispositif est toujours pas réouvert à l'heure actuelle. Donc plutôt que de vous orienter sur potentiellement des dispositifs qui ne seraient pas reconduits, je préfère attendre la confirmation de réouverture avant de communiquer grandement sur ce dispositif. Ok, donc je reprends la main. Donc c'est Laura, je vais vous présenter Laura Céleste, bonjour. Je vais vous présenter donc le concours d'innovation Innov, qui est donc opéré par BPI France. Donc le concours Innov, il vise à soutenir des projets innovants portés par des PME. Alors des entreprises en fait qui sont qualifiées en tant que PME et qui seront requalifiées en fonction dans le cas de l'instruction, en petite entreprise ou moyenne entreprise. Vous verrez que c'est important pour les modalités de financement. Le concours innovation, donc en fait il y a déjà eu 4 vagues et là la 5e vague ouvrira le 7 février 2020 et se clôturera le 12 mai 2020. Et en fait, ce concours fonctionne avec des thématiques. Et donc, pour la 5e vague, on a les thématiques qui seront présentées, seront les suivantes. Donc, elles sont notées juste à droite sur la slide. Donc, c'est numérique deep tech,
santé, situation d'urgence, alimentation pour la santé, French Fab et cybersécurité. Donc c'est important de bien noter ces thématiques puisqu'en fait, chaque projet devra vraiment correspondre à une thématique. Le jury est très attentif à ce que chaque projet rentre dans les cases d'une des thématiques. Pardon, j'ai l'impression que l'affichage a bugué. Je m'en excuse. Je reviens tout de suite à l'endroit où on en était. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous concernant le concours Innov, c'est un concours qui est donc à la fois opéré par BPI-France sur ces thématiques que je viens de présenter et par l'ADEME. Et l'ADEME a une thématique pour la prochaine vague qui peut particulièrement vous intéresser, qui s'intitule Transport et mobilité durable. Donc ça, c'est peut-être encore plus en lien avec votre cœur d'activité. Donc je vous invite à aller voir le site internet de l'ADEME le 7 février 2020. Sachant que sur les modalités de financement et le processus, on est à l'identique entre l'ADEME et BPI-France. Donc ensuite, concernant les modalités de financement du concours Innov, donc 45% des dépenses éligibles seront prises en compte, seront financées par les fonds du PIA si vous êtes une petite entreprise et 35% si vous êtes une moyenne entreprise. Donc concernant les dépenses éligibles, donc on a des dépenses de salaire et de personnel interne, des frais connexes qui sont calculés de manière forfaitaire. On peut avoir également de la sous-traitance avec un plafond à 30%, de la contribution aux amortissements et des achats et autres. C'est des projets qui doivent durer de 12 à 36 mois et qui doivent avoir un total de dépenses de minimum 600 000 euros. On va jusqu'à 5 millions. Ensuite, les modalités de financement, donc on est sur 2 tiers subvention et 1 tiers d'avance récupérable. Donc pour l'avance récupérable, il faut le prendre en compte également parce que dans votre plan de financement et surtout dans le plan de financement, il faudra bien intégrer le remboursement de l'avance. Donc l'avance récupérable sera remboursée à l'issue de votre projet, selon des modalités qui sont définies a posteriori, bien après le processus de sélection. Ensuite, sur les modalités de versement, donc généralement, on a une première tranche qui constitue 70% de l'aide, qui est cependant limitée à 200 000 euros, et ensuite on a 1 ou 2 versements intermédiaires. Mais ça encore, c'est des modalités qui sont définies bien après le processus de sélection. On est vraiment dans de l'affinage. Et donc, concernant le remboursement, donc comme je l'ai évoqué précédemment, 100% de l'AR et 50% d'intéressement pour les projets qui sont qualifiés gros projets, donc à partir de 1 million d'euros. Très bien, merci. Je me permets un complément sur les thématiques. Effectivement, il y aura une thématique véhicule mobilité, on va dire, qui est plutôt traditionnellement pilotée par l'ADEME, qui va arriver sur cette vague 5. Globalement, on va reprendre les thématiques qui étaient affichées dans la vague 3, c'est-à-dire des choses qui tournent autour du véhicule connecté, du véhicule autonome, du véhicule propre, sur de nouvelles motorisations. Donc, globalement, si vous avez des sujets dans ces thématiques-là, globalement, vous allez fitter avec le cahier des charges. En tout cas, sur cette thématique véhicule mobilité. Très bien. Je passe désormais au dispositif de financement dit collaboratif, donc qui permettent non pas de répondre en individuel comme ce qu'on a vu là dans le premier chapitre, mais bien de répondre à plusieurs. Autant la spécificité, on va dire, de ce qu'on a vu juste avant, c'était quand même principalement orienté sur les PME. Là, désormais, si vous êtes ETI, groupe, laboratoire, les appels à projets collaboratifs vont vous permettre justement de former des consortiums et de pouvoir rentrer sur ce type d'outils. Le premier que je vais vous présenter est piloté par la région Bretagne. Donc, sous-entendu que uniquement des membres bretons, des entreprises bretonnes et des laboratoires bretons peuvent candidater. C'est un dispositif qui permet de subventionner
On parle bien de subventions et pas d'avance remboursable, de subventions jusqu'à 45% pour les PME, 30% pour les ETI, 25% pour les groupes et 100% des coûts additionnels pour les centres de recherche publique. Les coûts additionnels, en fait, ça va être du personnel additionnel recruté pour l'occasion et non du personnel, on va dire, déjà en poste, cofinancé par ailleurs. La thématique filière est générique et pour pouvoir vous y positionner, il faut un consortium composé à minimum de 2 sociétés et d'une troisième entité qui est un centre de recherche. Il vous faut un budget compris cumulé partenaire entre 500 000 et 1 million d'euros. Une durée de projet entre 12 et 36 mois et labellisé par un pôle de compétitivité qui vient, on va dire, réaliser l'expertise technique de ce type de sujet. Encore une fois, c'est un financement qui est proposé par la région Bretagne sur ses propres fonds d'animation économique et une pré-candidature à remettre d'ici le 18 mars. Et si vous êtes retenu lors de cette pré-candidature, globalement, ça va vous emmener sur un dossier complet au 1er juillet. Il faut savoir que c'est la 5e édition qui vient d'être lancée. On a, nous, à l'échelle d'ID4CAR, à peu près 90% de réussite sur les projets qu'on a pu initier ou accompagner sur cet appel à projet. Autre dispositif qui se veut l'équivalent du côté des Pays de la Loire, donc consortium composé minimum de 2 sociétés. D'un centre de recherche, c'est possible, mais c'est en réalité pas obligatoire. Un consortium à 2 peut très bien suffire. Et on est sur un budget maximum d'1 million d'euros. Concernant l'aide, si vous êtes une TPE, donc moins de 10 personnes, vous pouvez prétendre à 60% d'aide, 50% pour les PME, 30% pour les ETI et groupes et 100% des coûts additionnels pour les centres de recherche publique. Cette aide est splittée sous 2 formes. La première, c'est une subvention. Donc, vous aurez la moitié de subvention sur le taux qui est affiché plus haut. La seconde moitié sera un prêt à taux zéro. Un dispositif qui s'applique généralement plutôt pour les académiques, mais là il s'agit encore une fois d'appel à projet collaboratif, donc c'est important qu'on vous en parle. Donc plutôt visé pour les académiques, mais pas que. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous avez la possibilité de candidater, de rejoindre un consortium et de candidater, et de pouvoir également bénéficier d'un certain taux d'aide. Pour les laboratoires, c'est 100% des coûts marginaux additionnels ou 50% des coûts complets. Et pour les PME, vous pouvez avoir jusqu'à 45% de subvention pour vos travaux. La thématique filière est générique. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il y a toute une feuille de route en fait de l'ANR qui demande à ce que vous rentriez dans cette feuille de route. La feuille de route étant tellement large qu'en réalité, il y a très peu de thématiques qui sont exclues et qui ne rentrent pas dedans. On est dans l'attente. En fait, c'est plutôt un dispositif qui démarre à la rentrée, généralement avec une édition du cahier des charges en septembre et un dossier qui doit être un pré-dossier qui doit être rendu en octobre. Donc on vous en parle maintenant, mais c'est plutôt pour des choses qui se feront fin d'année. Dernière petite statistique intéressante, c'est que on est sur des appels. Cet appel-là est hyper compétitif, c'est-à-dire que globalement le taux de succès pour une candidature sur le dispositif ANR est aux alentours d'une dizaine de pourcents. C'est-à-dire que quand vous engagez vous dans ce dispositif, vous savez quand même que statistiquement vous avez une bonne chance de pas forcément passer. Donc c'est quelque chose à savoir avant de vous y engager. Je passe à l'appel à projet PSPC 9. Alors, merci Laurent. Je vais vous parler du PSPC pour ma part. Donc, le PSPC, c'est des programmes structurants pour la compétitivité qui englobent 2 appels à projets. Donc, les PSPC au niveau national qui sont uniquement financés par l'État et les PSPC régions dont vous avez dû entendre parler, qui ont été, dont la première vague a clôturé en septembre et qui sont des petits PSPC. Donc, les PSPC régions qui reprennent, qui sont plutôt les successeurs du FUI, étaient des projets compris entre 1 et 4 millions d'euros, alors que les PSPC au niveau national qui sont reconduits cette année
commence à 4 millions d'euros et dépasse les 50 millions d'euros, voire plus. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans les PSPC? On attend des projets collaboratifs avec des innovations de rupture qui ont un impact économique et commercial très fort. En termes de collaboration, il faut qu'il y ait au moins 2 entreprises et un académique, un laboratoire de recherche. Il faut un minimum de part PME ETI et une part labo qui est limitée à 30% des aides. Bon, après, quand vous avez constitué un consortium, vous pouvez présenter un projet de R&D. Donc là, le projet PSPC ont vocation quand même à financer des projets de recherche et développement avec des retombées économiques très fortes et une structuration de filières ou faire émerger de nouvelles filières en France. Vous avez dans les dépenses éligibles, par exemple, des dépenses de salaire de personnel interne, ça c'est pour les entreprises, la sous-traitance dans une limite de 30%, de la contribution aux amortissements. Les frais de mission sont pris en compte dans des frais généraux qui sont plafonnés à 20% des coûts salariaux. Et vous pouvez aussi mettre dans vos dépenses tout ce qui est achat et consommable. En ce qui concerne les taux d'aide, comme vous pouvez voir à gauche dans le petit carré, les petites entreprises peuvent être financées jusqu'à 60% des dépenses retenues, les moyennes entreprises jusqu'à 50% et les ETI et grandes entreprises jusqu'à 40%. Il s'agit là de taux d'aide maximum qui sont modulés après appréciation du jury et selon certains critères, comme par exemple les critères d'éco-conditionnalité, donc l'impact environnemental du projet, l'ambition, le risque du projet, mais aussi la labellisation par un pôle de compétitivité qui peut permettre de bonifier ce taux. On apprécie également la contribution au développement durable des projets PSPC qui sont présentés. Donc là, on parle des critères d'éco-conditionnalité. Et aussi, vous avez aussi le label du soutien, si vous avez un soutien du CSF, c'est un plus quand vous présentez votre projet. Les CSF, c'est des comités stratégiques de filière qui se sont réunis et qui ont signé des contrats de filière dans lesquels il y a des axes prioritaires et qui sont stratégiques pour les filières. Et ces CSF, du coup, vont décider de soutenir certains projets qui répondent à ces axes stratégiques. Et donc, nous, on appréciera d'autant plus les projets qui peuvent apporter un soutien du CSF. Enfin, il y a un partage de risques et de succès. Comme vous pouvez, comme vous le savez, les projets PSPC sont financés avec une aide, c'est un mix entre subventions et avances récupérables. La subvention, ce sera plus pour les dépenses de recherche industrielle qui sont beaucoup plus amont. Et l'avance récupérable pour les dépenses de développement expérimental. Et cela parce que c'est des dépenses qui sont plus proches du marché, donc moins risquées. On est quand même sur un mélange entre recherche industrielle et développement expérimental, avec un TRL qui va à peu près de 3-4 et qui finit vers 7-8, avant la pré-industrialisation. Donc le partage du risque et du succès, s'il y a un échec complet, il n'y a aucun remboursement, l'État abandonne sa créance. Mais en revanche, ça c'est le partage, s'il y a un franc succès commercial du projet, l'État attend un retour qui est compris entre 75% et 125% de l'aide perçue. Laurent, est-ce qu'on peut avancer? Merci. Quelques critères de sélection dont on n'a pas parlé tout à l'heure avec Laura pour le concours des innovations, mais parce qu'ils se regroupent un petit peu, ils se rejoignent avec les critères du PSPC. On est bien évidemment sur des projets qui sont financés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Et donc, dans ces projets, on attend déjà le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet. Donc, la pertinence par rapport à l'appel à projet, la maturité et le degré de rupture. Plus précisément, dans le PSPC, on attend vraiment des projets d'innovation, de rupture très ambitieux et très exigeants. Donc, c'est un petit peu la crème des projets. On va juger aussi la capacité du consortium à porter le projet. Donc, c'est une capacité opérationnelle, mais aussi financière. Il va y avoir des conditions de fonds propres, par exemple,
lorsqu'il y aura des versements. Et ces conditions de fonds propres se font en cumulé. On pourra y revenir plus tard si vous avez besoin de précision. On va juger aussi sur les critères d'éco-conditionnalité, mais aussi sur l'effet diffusant au sein de la filière. Par exemple, si vous avez un soutien CSF, comme j'en ai parlé juste avant. Mais aussi l'impact économique du projet, ça c'est un aspect qui est très important. Les retombées, la qualité du modèle économique, les marchés qui sont visés et les retombées économiques, les retombées en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de création d'emplois et de structuration et de création de valeur sur le territoire en France. Et enfin, vous voyez en optionnel la labellisation par un pôle de compétitivité, parce que ça apporte ça apporte une crédibilité au projet et, comme on l'a vu juste avant, ça peut permettre de bonifier aussi le taux d'intervention de votre aide. Voilà. Je pense que j'en ai terminé avec le PSPC. Je te laisse la main, Laurent. Merci. Très bien, merci. Autre dispositif qui n'est pas encore réouvert, qui était ouvert en 2019, qui va rouvrir dans quelques semaines, un dispositif qui s'appelle ADEP, accélérateur du développement des écosystèmes d'innovation performants. On est sur des appels à projets collaboratifs qui traitent spécifiquement de la thématique mobilité. Donc on traite de véhicules propres, performants, véhicules automatisés, connectés, solutions de mobilité intelligente. On est sur des consortiums de 1 à 5 partenaires max et sur un budget minimum de 2 millions d'euros. Donc, si vous faites le ratio 5 partenaires à 2 millions d'euros, ça veut dire que vous avez quand même un ticket d'entrée qui est relativement élevé pour vous y positionner. On est en termes d'aide sur un mix de subventions à avance remboursable, pouvant aller jusqu'à 60% pour les petites entreprises, 50% pour les entreprises moyennes et 40% pour les ETI groupes. Donc on attendra patiemment l'ouverture du cahier des charges. Dans toute logique, en pressant, ce sera une candidature au fil de l'eau jusqu'au 31 décembre 2020. Autre appel à projet qui sera très vraisemblablement lancé dans l'année, c'est un appel à projet que nous organisons, nous, entreprises des Forcars, avec le soutien financier des régions de Bretagne, Pays de la Loire et des antennes régionales de BPI France. C'est un appel à projet qui permet justement de financer, de faire le lien, de financer des appels à projets collaboratifs inférieurs à 1 million d'euros ou 500 000 euros. C'est-à-dire là où des grosses machines qu'on vous a présentées un tout petit peu plus tôt sont un peu trop grosses pour vos projets. Et là, ça vous permet potentiellement de présenter à 2-3 des projets à 200-300 000 euros. Et ça permet surtout de faire du birégional. C'est-à-dire des projets avec des partenaires qui sont indépendamment en Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, et qui permet de traverser les frontières. Encore une fois, c'est un dispositif qui est en attente de confirmation. On est en train de négocier avec les régions pour pouvoir le reconduire cette année. Je passe désormais au dispositif de financement des expérimentations. Alors une expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous sert dans votre démarche d'innovation pour soit démontrer certains concepts bien en amont, on va dire, d'un projet de R&D, soit vous avez un produit qui est déjà validé, par contre il faut que vous soyez capable de démontrer un degré de performance, de le démontrer sur le terrain que c'est robuste, ou alors de le confronter à certains cas d'usage. C'est nécessaire, vous, dans votre démarche de développement et dans votre démarche de commercialisation. On va pouvoir entrer ça dans un projet d'expérimentation. La région Nouvelle-Aquitaine propose un dispositif de financement des expérimentations sur son territoire, avec en phase de maturation une aide allant jusqu'à 70% des dépenses éligibles dans la limite de 200 000 euros, et dans une phase de mise en œuvre, une aide allant jusqu'à 80%. On est sur 2 relevés. Un premier relevé au 1er février, ça va être un peu juste, si vous découvrez le dispositif, et un deuxième relevé qui sera le 1er mai 2020. Les conditions principales sont d'avoir un projet collaboratif avec une implication de PME ETI régionale. Sous-entendu, si vous n'êtes pas sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, ça vous ne sera pas possible de bénéficier d'une aide, et d'un budget minimum de 25 000 euros. Autre dispositif d'aide à l'expérimentation
piloté par la région Bretagne. Là encore, on est en attente de confirmation de la rouverture, mais c'est fort probable parce que c'est quelque chose qui a déjà été ouvert 4 années consécutives. C'est un dispositif qui vous permet de faire de l'expérimentation sur le territoire breton et qui vous permet d'avoir une aide de 50 000 euros pour un projet d'une durée inférieure à 24 mois. Soit vous êtes sur une subvention de 35% plafonnée à 50 000 euros, soit vous bénéficiez d'une avance remboursable de 50%, plafonnée à 150 000 euros. On parle d'un dispositif qui ouvre traditionnellement à la rentrée de septembre et qui se dépose en fin d'année. Donc on a terminé sur la revue des dispositifs de financement de l'innovation. Il y a également d'autres choses qui sont, on va dire, qui existent dans le panorama, mais qui sont tellement spécifiques qu'elles sont un peu compliquées, qu'il y a moins d'intérêt à vous les présenter ici. Je pense notamment aux chaires industrielles, je pense notamment à des dispositifs de mutualisation de filières. Si vous voulez une vue un tout petit peu plus exhaustive, je vous invite à aller sur notre site internet, il y a quelques dispositifs en plus, mais globalement, ce que je vous ai présenté là correspond généralement à 95% entre guillemets de la demande de nos. On va désormais ouvrir un chapitre sur le déroulement d'une candidature, d'un montage de projet de manière générale. Pour les néophytes, ça vous permet de vous projeter un peu sur une réponse à un dispositif comme celui-ci. Vous allez avoir une première phase de structuration, sachant qu'encore là, on va différencier les choses qui sont individuelles et collaboratives. Individuelles, forcément, vous êtes tout seul. Globalement, vous n'allez pas trop avoir de problème de coordination avec vous-même. Quand on est en collaboratif, ça vous amène la problématique d'identifier des partenaires pour vos projets et du coup, de vous mettre d'accord sur un mode operandi et sur un plan de travail. Donc sur cette phase de structuration, vous allez avoir une phase d'identification de partenaires si c'est collaboratif, clarifier le positionnement du nouveau produit parce que potentiellement, si vous avez on va dire une vision technique, là où vous voulez techniquement, c'est à peu près clair pour vous. Par contre, la répercussion d'un point de vue business, marketing, commercial, n'est pas forcément clair. Donc il faut vraiment avoir en tête cette optique business, et la techno au service du business. Il faut aussi clarifier le plan de travail technique, parce que globalement, ça vous amène à mettre noir sur blanc, ok, voici là où je veux aller. Et si vous êtes en partenariat, identifier les interfaces et les besoins de chacun pour faire en sorte que toutes les briques puissent s'assembler les unes derrière les autres. Vous allez avoir dès le départ aussi la nécessité de clarifier la répartition de l'API. Alors, on ne parle pas forcément de faire des choses hyper abouties dès le départ, mais globalement, vous assurez quand même que sur les grandes lignes, vous êtes un peu d'accord sur cette répartition. C'est-à-dire qui fait quoi, qui est la propriété ou la copropriété de quoi. Et si jamais vous êtes amené à utiliser une brique technique développée par quelqu'un d'un peu plus haut dans la chaîne de valeur, vous mettre dans les grandes phases un peu d'accord sur comment ça va être utilisé. Je vous conseille vraiment de le faire là, parce que si vous le faites pas là, potentiellement, vous allez avoir un dépôt, vous allez être retenu, et globalement, c'est là où les problèmes démarrent, c'est que vous n'êtes pas mis d'accord sur l'API, et c'est là où vous n'êtes plus d'accord sur la manière de voir la chose. Donc c'est en amont qu'il faut commencer à débroussailler ces sujets-là. Si vous êtes sur une phase individuelle, il va vous falloir globalement 2 semaines, 1 mois pour réaliser cette structuration. Si vous êtes sur un projet collaboratif, et qui dit collaboratif, dit en plus sur des périmètres techniques qui sont un peu plus importants, globalement, vous allez être sur une phase de structuration de construction d'1 à 3 mois. Une fois que vous êtes d'accord sur, OK, voici mon projet, généralement, vous arrivez à faire le lien avec un appel à projet qui vous permet de dire, OK, on monte une candidature. Donc, on arrive sur cette seconde phase où là, vous allez devoir fortement documenter la partie marché, parce que nos financeurs sont désormais sensibles essentiellement à ça. Pas que, clairement pas que, mais ça fait partie du critère le plus important, le plus regardé pour une bonne partie des financeurs. Vous allez décrire de manière très spécifique quels sont les lots, les tâches, les livrables que chacun des partenaires va réaliser. Vous allez devoir réaliser un état de l'art technologique pour dire, OK, voici ce que sait faire on va dire la concurrence, ce que sait faire ce qui se fait dans les labos, et de dire que oui, c'est bel et bien de l'innovation que je cherche à développer par rapport à ce qui se fait traditionnellement.
vous allez devoir réaliser un calcul de budget précis, à l'euro près, sachant que, effectivement, j'aurais pu rajouter une diapo sur le sujet, globalement, ce qui va rentrer pour la plupart des dispositifs, ça va être la charge RH, globalement les salaires bruts chargés, qui représentent le poste le plus important traditionnellement. Vous allez pouvoir montrer de la dotation aux amortissements de matériel amorti. Typiquement, vous êtes sur un projet d'électronique, vous avez besoin d'immobiliser votre salle blanche pendant 10 jours. Et bien, vous allez proratiser le coût d'immobilisation de la salle blanche sur le coût total entré dans la comptabilité. Vous allez pouvoir rentrer du petit achat. Vous allez pouvoir rentrer de la sous-traitance intellectuelle. Et vous avez un poste, on va dire, de frais généraux qui vient, entre guillemets, prendre en compte de manière artificielle les bureaux, les bâtiments et un bout de secrétaire. Dans cette phase de montage, vous allez également devoir récolter des pièces administratives qui sont demandées, sachant qu'il peut y avoir des choses qui sont relativement complexes, par exemple quand on touche à des dispositifs financés par du FEDER, donc de l'argent de l'Union européenne mis à disposition des régions. Et là, globalement, vous allez devoir, à la limite, dès la candidature, proposer des factures pour vos achats et joindre des bulletins de salaire pour le personnel que vous allez déclarer. C'est pas tout le temps, mais du coup, on peut aller sur des choses qui peuvent être assez complexes suivant les sources de financement. Sur un projet qui sera individuel, globalement, ça va être sur une démarche qui va vous prendre peut-être 3 semaines, 1 mois, si vous y mettez les moyens. Sur du projet collaboratif, on part plutôt de 6 semaines, 8 semaines, un petit peu plus. Et si c'est votre premier montage, dans un cas comme dans l'autre, sur la partie rédaction pure et dure, je vous invite plutôt à faire appel à un cabinet qui va grandement vous soulager. M'amène sur la phase, qu'est-ce qui se passe lors du dépôt et au-delà. Je vais peut-être demander à Delphine et Laura de reprendre la main, parce que c'est plutôt elles qui ont visibilité finalement sur ce qui se passe en coulisses une fois les projets déposés. Alors, un mot sur le PSPC, par exemple, en ce qui concerne la phase de dépôt, cet appel à projet est un peu plus spécifique, étant donné qu'on ne demande pas le dossier complet dès le début. Ce qui se passe avec le PSPC, c'est comme si des projets très exigeants et très ambitieux, ils sont montés en amont, donc avec l'aide du pôle de compétitivité, mais aussi avec l'aide de BPI France. Donc, il y a une phase de montage qui est informelle, comme on l'appelle, avant la date, avant le dépôt. Il y a une présentation PowerPoint qui doit être déposée et s'ensuit du coup une audition qui va, avoir pour issue de donner un avis de présélection ou non du projet. Et si le projet est un dossier complet à l'issue des 2 mois. Mais voilà, c'est le sens inverse, c'est-à-dire que d'abord on dépose une présentation, on passe en audition, et si l'audition est favorable, à ce moment-là, on invite le consortium à déposer un dossier complet. En revanche, c'est pas pareil pour le concours d'innovation. Donc, pour le concours Innov, au moment du dépôt, il faut déposer un dossier qui est complet. Donc là, la prochaine clôture, c'est le 12 mai. Donc ça veut dire qu'après le 12 mai, il n'y aura plus de candidature possible. Et donc, il y a une première phase de présélection des projets. À la suite des présélections, donc les projets qui sont retenus sur cette première étape passent en audition. Et ensuite, donc pour les petits projets, donc 600 000 à 1 million d'euros, les petits projets savent s'ils sont lauréats ou non du concours après les auditions. Par contre, pour les gros projets, donc à partir de 1 million d'euros, à la suite de l'audition, ils rentrent en instruction approfondie. Donc là, ça dure environ 1 mois et demi à 2 mois. Et c'est après cette instruction approfondie que les porteurs savent s'ils sont reçus au concours Innov. Donc ça, c'est le process. Et globalement, la norme restant un dossier complet que vous allez déposer sur une plateforme en ligne. Et du coup, derrière, une instruction se fera par le financeur. Des fois, le financeur a l'instruction technique, des fois, il, entre guillemets, sous-traite l'instruction technique pure au pôle de compétitivité.
Mais du coup, on peut compter facilement, suivant le type d'appel, entre 2 mois d'instruction pour les petits projets qui vont aller jusque 6 mois facilement pour des choses de plus grande envergure. Une fois que vous allez être l'heureux lauréat d'un projet, derrière, ça annonce une phase de contractualisation. Donc ça veut dire qu'avec le financeur, vous allez contractualiser le mode d'aide, le mode de versement, les modalités de versement et potentiellement des modalités de retour si on est sur du prêt à taux zéro ou de l'avance remboursable. Et cette phase de contractualisation va également vous spécifier le reporting qui est demandé dans le cadre de ce projet. Il y a certains dispositifs qui, par exemple, conditionnent le versement de la tranche de l'année N+1, par exemple, une fois que vous avez fait un reporting sur ce qui s'est passé dans l'année N. Dire, OK, on a vérifié que vos dépenses se sont bien passées, les travaux ont avancé, on va libérer la tranche suivante. Et ça, pendant 2-3 ans, jusqu'à la fin du projet, et un rapport de fin qui est demandé systématiquement pour quasiment tous les dispositifs. Alors, si on parle de projets collaboratifs, on va parler de partenaires et comment identifier si on est un bon partenaire, ou en tout cas un partenaire apte à rentrer dans un projet. Le premier des critères, c'est est-ce que vous avez les fonds propres nécessaires pour vous permettre d'y aller. Il y a un impératif réglementaire qui vous oblige d'avoir en fonds propres le montant minimum le montant de la demande d'aide. Vous demandez 100 000 €, il vous faut justifier 200 000 € sur vos fonds propres. Si c'est pas le cas, de facto, vous n'êtes pas éligible à une aide à l'innovation. Le cas extrême, ce serait la start-up qui a 20 000 € en banque et globalement qui fait une demande de 2 millions d'euros. Ça peut pas se passer comme ça. Donc globalement, c'est vraiment le premier des critères qu'il faut regarder. Si c'est pas le cas, globalement, vous pourrez pas jouer en tout cas sur ces dispositifs et prendre des choses peut-être un peu plus petites pour pouvoir pas à pas construire votre stratégie d'innovation. Le deuxième critère, c'est développer une technologie différenciante, non maîtrisée par la communauté technique et présentant des verrous techniques. C'est-à-dire que globalement, si pour vous, ce projet technologiquement, vous savez faire, c'est business as usual, ou globalement, vous avez quand même du mal à démontrer que c'est compliqué, ça va se voir et vous allez être assez facilement retoqué. Donc, il faut vraiment que vous puissiez justifier, vous appuyer sur l'état de l'art et justifier que oui, ce que je fais, c'est bien différenciant par rapport à, encore une fois, ce que la communauté technique est capable de maîtriser. La troisième chose, c'est il faut impérativement commercialiser un nouveau produit-service ou une évolution majeure de quelque chose d'existant. L'idée, c'est vraiment de générer de retombées significatives en termes économiques et d'emploi. Et globalement, si vous faites de la techno pour de la techno, derrière, vous n'allez pas pouvoir cocher les cases en termes de retombées business et fin de votre candidature. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si vous êtes dans un consortium et que vous envisagez un partenaire, il faut que le partenaire en question puisse cocher l'intégralité de ces cases. Si je prends l'évaluation d'un projet, les projets sont évalués par une importance sur les retombées, déjà dans un premier temps, économique, social, d'ailleurs plutôt économique, sur est-ce que vous connaissez votre marché, est-ce que votre business model est viable, est-ce que vous avez une perspective de commercialisation, d'emploi, est-ce que votre produit a déjà des preuves d'intérêt de la part de certains clients potentiels. Donc vraiment cette partie marché qui est désormais prépondérante. La deuxième chose, c'est la qualité scientifique. Il faut démontrer encore une fois d'un caractère innovant, que les verrous sont bien connus, qu'ils soient bien identifiés et que on a quand même on est raisonnablement convaincu, en tout cas on a des leviers pour se dire ok que ces verrous on va pouvoir les dépasser. Il faut produire un état de l'art qui se tienne et que l'intérêt global scientifique se tienne également. L'autre chose, c'est le partenariat. Donc l'expertise des acteurs, est-ce que vous avez bien les bons acteurs autour de la table? Est-ce que c'est des gens qui sont pertinents sur leur expertise technique? Est-ce que la coopération est pertinente? Est-ce que l'organisation est bien pensée? Et est-ce que les acteurs ont la capacité à concrétiser leurs travaux? Typiquement, peut-être que dans votre chaîne de valeur, il va manquer des compétences et à partir de là, votre projet peut être remis en question. Autre chose, c'est la cohérence avec le dispositif. Vous pouvez très bien avoir le plus beau projet du monde.
Sur le fond, si ça correspond pas à ce que vous avez en termes de ce que le dispositif demande en termes de thématiques, d'équilibre financier, de type de partenariat, si vous rentrez pas dans les cases, vous allez là aussi vous faire shooter assez rapidement. Et le dernier point à vérifier, c'est l'incitativité de l'aide, notamment pour les projets qui sont régionaux. Globalement, si vous avez un site R&D dans une région et un site de production dans une autre, alors certes, peut-être que votre projet va créer 20 emplois, mais globalement, la région A ne financera pas des choses qui généreront de l'emploi dans une région B. Donc il faut aussi veiller à ce jeu territorial. Pour pouvoir vous en sortir, quelques bonnes pratiques. La première chose, quand vous avez une structuration ou un montage de projet, il faut avoir le bon niveau d'interlocuteur, quelqu'un qui a une vision technique et une vision stratégique sur l'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de dire, OK, si je développe cette techno, c'est pour ça, c'est pour développer le nouveau produit que nous, stratégiquement, il nous faut mettre sur le marché à horizon 5 ans pour être capable de faire du business et de répondre à des gros enjeux macro. Il faut vraiment avoir un bon interlocuteur, sinon il y a des itérations, c'est pas quoi écrire, et globalement, on s'en sort pas. La deuxième chose, c'est vraiment prévoir du temps. Je disais juste avant qu'il faut des personnes clés. C'est-à-dire que globalement, vous allez avoir des dirigeants, des directeurs innovation, des directeurs commerciaux et marketing. Il faut que ces gens puissent y consacrer du temps, donc il faut anticiper le sujet, limite leur bloquer du temps sur un calendrier un peu déterminé. Auquel cas, les gens ne pourront pas livrer, donner d'informations, et là, encore une fois, vous aurez des mal à justifier votre projet et vos arguments. Autre chose, c'est être accompagné d'experts qui peuvent apporter une vision critique. Je pense notamment aux pôles de compétitivité qui peuvent être de bons conseils sur certains marchés. Et pas juste on va dire, avoir une labellisation qui n'a pas un rôle, qui chez certains n'a pas un rôle de conseil, mais juste un rôle de validation de certains critères. Donc c'est important d'avoir un regard extérieur qui puisse mettre le doigt sur certains défauts de conception de projet. Si vous êtes trop, vous, dans le jus, trop dedans pour pouvoir le voir. Autre chose, c'est faire connaître son projet dans la mesure du possible aux financeurs et s'assurer en amont de la perception du partenaire. Typiquement, on a certains projets, la cause numéro 1 de projets qui se font écarter, c'est un financeur qui va dire moi j'ai pas une bonne perception de partenaire et j'ai pas confiance sur sa capacité à faire les choses, donc j'ai pas envie d'y aller. Ou alors quelqu'un qui dira écoutez, moi j'ai déjà donné 2 financements l'an passé, là globalement on va considérer qu'ils ont bien été servis et puis on va passer pour ce coup-ci. Donc, si vous avez, vous, la possibilité d'en parler aux bonnes personnes, tous les dispositifs ne le permettent pas. Et si vous avez la possibilité d'en parler à la bonne personne, ça va vraiment vous permettre de vous rassurer en amont de la candidature et de la rédaction du dossier. Et autre chose dans les bonnes pratiques, c'est avoir des témoignages d'intérêt de la part du marché, des lettres de soutien par exemple, ça fait toujours, ça permet vraiment de crédibiliser entre guillemets l'intérêt du sujet. Et je voulais vous proposer un petit top 10 des erreurs, mais ça fait pas 10. Des choses qui viennent souvent, on va dire, les raisons principales de projets écartés. La première chose que j'évoquais tout à l'heure, ne pas avoir de fonds propres. Il y a certains qui jouent pas carte sur table et qui intègrent des consortiums sans avoir le fonds propre et qui 3 mois plus tard vont planter le consortium dans lequel ils sont rentrés parce qu'ils n'ont pas la capacité financière. Donc globalement, voilà, ça vraiment à éviter. Deuxième sujet, avoir un passif avec le financeur. Admettons que vous ayez un projet, vous n'avez pas remboursé la part d'avance remboursable, ou globalement il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées par le passé. Clairement, ça vous met pas dans de bonnes conditions pour être retenu. Autre erreur, c'est mettre au pilotage un junior n'ayant pas trop de visibilité ni sur la technique, ni sur le business. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui peut avoir du temps, mais globalement, c'est quelqu'un qui n'a pas les réponses et qui de toute façon va vous solliciter pour les avoir. Donc c'est pas non plus une bonne option. Autre erreur, c'est de pas avoir de vision claire sur ce marché, c'est-à-dire se dire on va développer tel techno, ça pourra toujours nous servir. Ou alors d'un côté opportunité, on m'a proposé quelque chose, je vais y rentrer. Encore une fois, le critère d'évaluation principal, c'est la partie business. Donc il faut vraiment avoir une vision claire sur son marché.
Et la dernière des erreurs, c'est ne pas annoncer de retombées concrètes pour ces projets. Globalement, dire ok, ça va permettre de maintenir l'emploi sur le site de manière très générique et un peu tarte à la crème. Globalement, désormais, on est avec des projets qui annoncent et qui démontrent un certain nombre de créations d'emplois. Si vous n'êtes pas capable de démontrer ça, vous ferez pas le poids dans une analyse qui sera quand même compétitive. On va passer au jeu des questions-réponses parce que j'ai été très dans le monologue jusqu'à présent. Donc je vais lire certaines questions qui ont été posées par le chat et si vous en avez questions, n'hésitez pas à le dire. Alors, est-ce que j'envoie les slides à l'issue de la présentation? Oui, je vais vous envoyer la liste des dispositifs ouverts. Quelles sont les dépenses éligibles dans le cadre des subventions AFI? Je vais peut-être laisser Delphine et Laura répondre. Alors, déjà, la première chose que je dirais, c'est vraiment de se rapprocher de son chargé d'affaires pour pouvoir vraiment avoir une réponse concrète sur les dépenses qu'on présente. Donc ça, c'est mon grand conseil. Ensuite, très largement, parce que moi, je ne m'occupe pas de l'AFI, je vois que vous pouvez avoir du coup des études d'évaluation et d'analyse du potentiel de votre projet. Tout ce qui sera dépenses de conception et définition du projet, planification, validation de la faisabilité technico-économique, de la veille, des études de positionnement stratégique, une démarche design, du recrutement dans le cadre de la R&D. Voilà, c'est pas une liste exhaustive, mais du coup, moi, je vous conseille de vous rapprocher de votre chargé d'affaires pour en savoir plus. Autre question, quelles sont les statistiques de réussite concernant Innov? Nombre de dossiers, lauréats. L'AR est-elle à rembourser sur des critères de réussite technique ou commerciale? Alors, concernant la première question, donc en fait pour la présélection, il y a environ un dossier sur deux qui est retenu pour les auditions. Et ensuite, une fois les auditions passées, le ratio est le même, c'est 1 sur 2. Projet retenu in fine. Ensuite, concernant le remboursement de l'avance récupérable, donc en effet, il y a des critères technico-économiques qui sont définis au moment du conventionnement et qui vont vous permettre de savoir en fait sur quels critères l'entreprise sera jugée pour rembourser l'avance récupérable. Et il y a également un critère commercial, de réussite commerciale. De même pour l'intéressement, les 50% d'intéressement pour les gros projets, c'est des critères en fait qui sont définis au moment de la contractualisation avec l'opérateur, donc Bpifrance ou l'ADEME. Très bien, merci. Autre question, appel à projet ANR, quelle durée de projet sont attendus? Globalement, on compte entre 30 et 50 mois de travaux. PSPC, quel délai entre le dépôt du dossier et le début du projet? Quelle statistique de succès? Le PSPC régional va être reconduit en 2020. Alors, en ce qui concerne déjà le délai entre le dépôt et le début du projet, est-ce que vous voulez parler de la date de prise en compte des dépenses? Alors, si c'est le cas, quand vous déposez votre dossier, donc comme je le disais au moment de l'audition, c'est pas un dossier complet. Ce qui accuse ce qui fait courir la date de prise en compte des dépenses et donc à partir de laquelle vous allez pouvoir présenter des dépenses éligibles, c'est l'accusé de réception du dossier complet. Et ça se fait généralement à peu près 2 mois après l'audition. Sinon, en ce qui concerne le délai global, on est plutôt sur un processus long qui dure entre 6 et 8 mois à peu près, je dirais, sachant qu'il y a une phase de montage avant l'audition, le temps de constitution du dossier complet qui peut prendre 2 mois facilement, l'instruction approfondie qui va durer à peu près 3 mois aussi si tout se passe bien, et la sélection, tout ça, voilà, ça peut prendre facilement 6 à 8 mois. Ensuite, vous avez une phase de contractualisation que je ne compte pas dans ce délai, mais à partir de ce moment-là, c'est différent. Donc, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la première partie de la question. Ensuite, quelles statistiques de succès? Généralement, sur des sessions d'audition qu'on a tous les mois, on est plutôt sur une présélection des projets de l'ordre de 2 tiers.
2/3 des projets qui sont présélectionnés et qui, du coup, rentrent en instruction approfondie. Et généralement, sauf gros problème, les projets vont jusqu'au bout. Mais si vous voulez, étant donné que c'est des projets qui sont montés en amont de l'audition, les projets qui ne rentrent pas, qui ne rentrent pas dans le cahier des charges et qui vraiment ne vont pas réussir à passer le stade de l'audition, ceux-là, on leur dit avant l'audition. C'est vraiment l'avantage de cet accompagnement qui est pré-audition, c'est que soit on dit tout de suite au consortia, bon, votre projet a de fortes chances de passer, donc on va le travailler et on va tout faire pour qu'il passe, soit on le voit et on voit que ça ne va pas marcher et on le dit tout de suite. Et les consortia, bon, malheureusement, c'est triste, mais ils ne perdent pas de temps à constituer un dossier. Ils gagnent et voilà, ils se positionnent plutôt sur d'autres dispositifs qui seront plus pertinents. Et puis sinon, statistiques de succès, c'est pas, enfin, on n'est pas sur des vagues comme dans le concours. Donc, étant donné qu'on est sur un appel à projet qui est entre guillemets au fil de l'eau, on est plutôt sur une sélection de projets de l'ordre d'une dizaine par an, entre 10 et 15 projets par an, pour à peu près 30 auditions. Mais comme c'est sur des appels à projets glissants, voilà, c'est pas très très pertinent. Et ensuite, pour le PSPC région, pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur une reconduite en 2020. Il faut qu'on termine la première vague. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me recontacter d'ici mi-février, voire fin février, quand on aura vraiment passé la première vague et qu'on commencera à en discuter avec le comité de pilotage. Voilà. Merci. Question d'après. À quelle date sera connue la réouverture de l'appel à projet PME et des FORCAR? Globalement, on est en cours de négo. L'annonce de la réouverture ou non sera faite lors de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 9 avril. Même question pour le R&D collaboratif Pays de la Loire. Il a été ouvert la semaine dernière. Donc globalement, pour sûr, c'est ouvert et vous allez avoir 2 dates de dépôt. Un premier dépôt au 31 mars et un second dépôt de mémoire au 30 juin. On va avoir le temps pour une dernière question. Et si celle-ci ne vient pas, écoutez, je vais vous remercier pour avoir participé à ce webinaire. Je remercie chaleureusement Delphine et Laura pour leur contribution avisée et les informations qu'elles ont pu donner. Et je vous invite du coup à nous communiquer si vous avez des projets innovants dans les cartons que vous souhaiteriez accélérer avec un peu de financement. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.